Ce soir, on a le plaisir de recevoir Dimitri Koshko, un vieil ami que d'aucuns d'entre vous connaissent peut-être, ancien journaliste français. Vous occupez du prix de la russophonie chaque année, du Salon du livre russe dans le 5e, et vous luttez contre la désinformation ou contre la russophobie. Alors j'inviterai tout le monde à prendre note de son site internet stopRussophobie.info et éventuellement d'adhérer à son association. Le thème de la conférence, la Russie, pourquoi tant de haine? Ce qui est amusant, que j'ai connu les professeurs, les universitaires, dans la période d'après 68. Il y en a certains qui vivent malheureusement encore. À l'époque, si on ne faisait pas un devoir strictement marxiste, et si on avait une vue d'histoire favorable à l'URSS, mais on n'avait pas la moyenne. Les mêmes, aujourd'hui, sont pro-américains. Il faut considérer notre société française Cohn-Bendit et de l'autre côté Alain Madelin. Mais aujourd'hui, on voit que ce sont deux copains et c'est le choix que vous offre cette société, être libéral-libertin ou libertin-libéral. Pourquoi la Russie tant de haine? Parce qu'elle est un contre-modèle. Elle est l'envers de ce que nous aurions dû rester. Et elle joue sur le plan culturel et géopolitique le rôle tenu autrefois par une certaine Amérique. On peut penser entre autres à Reagan. Mais je ne vais pas faire la conférence à votre place. À vous, cher ami. Merci frère Thierry, merci à vous tous qui êtes là, bonsoir. Donc je remplace, comme vous voyez, Emmanuel Leroy un peu rapidement. Je vais effectivement vous parler de l'aspect pourquoi tant de haine, mais en essayant d'actualiser un peu les choses, puisque en bon journaliste, j'essaie de m'accrocher un peu aux aspects de l'actualité. Et je voudrais placer cette réflexion sur l'après-visite du président Macron à Saint-Pétersbourg, au moment où c'est maintenant à commencer depuis un certain nombre de jours, le mondial de football, qui à mon avis joue un certain rôle, puisque d'abord on en parle beaucoup, et qu'il a quand même une certaine conséquence. Ne serait-ce qu'une relative détente dans l'hostilité des grands médias. Alors après la visite justement d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg le mois dernier, au moment du lancement du mondial et puis maintenant les premières semaines, on peut constater un semblant de relâchement dans l'offensive politico-médiatique que nous avons vue en France contre la Russie. Or, bien évidemment, c'est d'abord pas partout dans les pays occidentaux, et bien évidemment, il y a une contre-offensive en quelque sorte par rapport au témoignage des guillemets supporters, disons des partisans des différents clubs de football, qui apportent à longueur d'émission des témoignages plutôt favorables à la Russie, il faut bien le dire, avec des gens qui ne sont pas du tout politiques, qui ne s'intéressent pas du tout d'habitude aux informations, et puis qui disent des tas de gentillesses sur la Russie, en disant qu'ils sont plutôt bien accueillis, qu'ils sont... ça va pas du tout, ça. Mais ça ne va pas du tout. Donc il faut absolument continuer à y aller. Mais enfin, donc sans illusion, il faut bien dire que, évidemment, ni le voyage de Macron, ni le championnat de football, ni même les mesures américaines contre l'acier et l'aluminium européen, ou bien celles contre les entreprises européennes qui veulent commercer avec l'Iran,
n'ont mis fin à la propagande anti-russe dans la presse française. Ce qui est, à première vue, totalement aberrant, puisqu'on va encore une fois contre nos propres intérêts. Et y compris dans les médias d'État. Parce qu'à la limite, ce serait le cas dans les médias qui appartiennent aux oligarques français, qui ont des gros intérêts dans l'économie financière américaine. Ma foi, on peut le comprendre. Mais que ce soit dans les médias du service public, entre guillemets, que nous payons avec nos redevances, les médias des oligarques étant quand même abondamment subventionnés par nos impôts. Hein. Donc on aurait le droit, sans même parler de déontologie de la profession journalistique, qui est quand même mise à mal dans le sujet, hein, à un peu au moins d'informations, et pas de mensonges, et pas de déformations systématiques. Alors évidemment, tout ça, ça n'a pas mis fin donc à la propagande anti-russe dans la presse française, et on a droit, évidemment, compte tenu des bons témoignages de supporters, qu'on n'arrive pas à couper quelquefois, aux accusations de dopage des footballeurs russes. Alors là, comme ils se sont fait battre ce soir, il va falloir là aussi mettre une sourdine. Mais enfin bon, les accusations de dopage renvoyant évidemment aux grosses accusations de dopage d'État qui en fait ont été révélées un peu plus tard comme étant basées sur le témoignage d'un ancien entraîneur russe qui visiblement avait été acheté et le fameux pas Macintosh, mais enfin quelque chose de genre, qui avait donc fait tout un rapport sur le dopage, un monsieur canadien, où les choses, là aussi, étaient quand même sourcées d'une manière, pour le moins, très très faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dopage dans l'athlétisme ou dans les sportifs russes, hein. Mais je dirais, c'est en tout cas pas un dopage d'État, et c'est en tout cas, sans doute, comme il y en a eu ailleurs, parce que je sache, on n'en a pas dit autant sur un Lance Armstrong qui a gagné le Tour de France en le traitant de tous les noms, alors que les Russes ont été tout de même appelés et traités de telle manière que les athlètes qui n'y étaient pour rien, pour la simple raison qu'ils étaient russes, soit n'avaient pas le droit d'avoir leur drapeau, soit n'avaient pas le droit de concourir, et même les Jeux paralympiques, les athlètes russes invalides, et quand on sait ce que ça représente comme effort physique, ont été quand même interdits de jeu. C'est monstrueux, c'est en ça qu'on parle de russophobie. C'est que la russophobie, à un moment, c'est un moment de haine qui dépasse tout aspect rationnel, analytique, même de lutte politique, qui est légitime en soi. Mais là, ça devient des moments haineux et des moments qui n'obéissent plus à la raison, qui ne cherchent que dans l'émotionnel, dans le préjugé, et finalement qui ont des mécanismes qui sont très dangereux au niveau de la haine qui peut être suscitée chez l'individu. Enfin bref, en tout cas, quand même, il semble que tous ces facteurs mis bout à bout, ceux que j'ai évoqués, hein, notamment l'Iran, le protectionnisme, etc., ont contraint les journalistes et leurs commanditaires les moins acharnés à tempérer un peu. Alors les russophobes patentés, évidemment, ils continuent leur activité, mais bon, ils semblent quelquefois moins cités qu'à l'accoutumée. Alors les autres, ils observent un silence parfois assourdissant sur la Russie, en évitant par exemple de la citer. Par exemple en matière spatiale. On parle, on raconte, quelquefois on commémore certains événements spatiaux, mais on oublie qu'il y a des Russes dedans. On oublie alors que par exemple, aujourd'hui, s'il n'y avait pas les Russes, la Station Spatiale Internationale, il n'y aurait personne dedans. Enfin, il y aurait des Russes. Puisque c'est des Soyouz qui emmènent les gens quand même. Au point qu'un des vice-premiers ministres précédents dans le gouvernement russe avait dit aux Américains à un moment, écoutez, si vous voulez faire vos sanctions sans arrêt, vous voulez qu'on fasse aussi des sanctions et qu'on empêche les Soyouz d'aller à la station internationale? Alors vous irez comment? Vous les enverrez sur des trampolines ou quoi? C'était assez amusant. Mais bon, évidemment, vous ne l'avez pas vu dans la presse française, tout ça. Hein. Bon, ça. Bref, il y a un peu plus de calme, disons. Mais on ne peut pas dire que c'est faute d'avoir déployé au niveau des acteurs politiques et médiatiques occidentaux tous les artifices, toutes les méthodes de provocation anti-russe et de procédés de propagande dans la presse.
en répétant toujours les mêmes mensonges pour qu'ils deviennent des vérités, et qu'ils se mémorisent bien dans les têtes. C'est-à-dire que c'est pas seulement le système Goebbels, hein, c'est ça qu'il faut bien se voir, hein, le fait de répéter des mensonges et puis que ça devienne une vérité. C'est aussi, ça c'est très important, c'est que ça s'inscrive dans toutes les mémoires informatiques de façon à ce que quand on reprend des articles au niveau professionnel journalistique, c'est dans ce qu'on appelle les backgrounds. Parce que quand vous écrivez des dépêches ou des articles, vous reprenez, si vous voulez, ce qui a été écrit avant. Donc ça se reste dans les backgrounds et du coup vous répétez sans arrêt les mêmes âneries. Alors surtout des journalistes qui ne sont pas trop spécialisés sur la question, quoi. Sans compter que c'est très difficile après de changer les choses. Par exemple, moi j'ai travaillé donc pendant 30 ans à l'AFP, j'ai essayé de rectifier ce qui avait été écrit sur Beslan, parce que c'était ostensiblement faux. J'y suis pas arrivé. Sur Beslan, sur l'acte, vous savez, le massacre terroriste à Beslan. Excusez-moi. Donc tout semblait se mettre en place, je dirais, pour préparer l'opinion à toutes sortes d'interventions contre la Russie, et notamment à l'occasion du championnat du monde de football. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça a été le cas lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, rappelez-vous. Hein, c'est là que Mikhail Saakachvili, président de la Géorgie, président par la grâce de notre ami l'oncle Sam d'outre-Atlantique, a attaqué l'Ossétie du Sud avec ses troupes et a notamment tué les forces d'interposition reconnues par l'ONU qui étaient des soldats russes. D'où l'intervention des Russes pour défendre les Ossètes du Sud qui autrement auraient été ou massacrés ou chassés vers l'Ossétie du Nord. Ou bien alors les Jeux de Sotchi, qui ont quand même vu le coup d'État à Kiev en février 2014. Donc on peut, et les observateurs attentifs n'y ont évidemment pas manqué, et les services russes, ça d'après les sources que j'ai pu interroger, semblaient attendaient encore, je ne sais pas trop, une offensive dans le Donbass, c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine, hein, là où il y a des combats entre les Ukrainiens du Donbass, qui sont en fait des Russes qui ont été donnés à l'Ukraine par Lénine, qui est voué aux gémonies par les gens de Kiev aujourd'hui, alors qu'il devrait lui être éternellement reconnaissant d'avoir créé l'Ukraine, sur rien du tout, enfin quasiment rien. Ou bien, et peut-être en même temps aussi, une nouvelle provocation en Syrie, là aussi sur le thème d'armes chimiques, et l'état-major russe a déjà annoncé une telle préparation du côté de Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, c'est au sud de la Syrie, c'est un endroit très stratégique, les Américains sont juste à côté, c'est pas loin de la frontière avec le Golan, et il y a eu déjà des combats, et d'ailleurs les Américains sont en train de bombarder l'armée syrienne, et des offensives de ce qu'on appelle Al-Nusra, un des partis islamistes qui se présentent sous diverses appellations, et sont en train de se produire, et l'état-major russe a dit qu'en ce moment, ils avaient transporté là-bas du chlore pour essayer de nous refaire le coup de l'autre provocation qu'ils avaient déjà faite sur les soi-disant attaques chimiques. Alors, en plus de ça, il y a beaucoup de conseillers nord-américains à cet endroit-là, notamment qui ont entraîné et armé aussi, malheureusement, des gens de Daesh et de Al-Nusra. Les conseillers américains sont aussi présents en nombre en Ukraine de l'Est, aux côtés de milices ultranationalistes. Donc c'est ceux qui sont en général de l'ouest de l'Ukraine, qui viennent, vous le savez, d'une tradition plutôt autrichienne et qui ont collaboré avec les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale, et qui aujourd'hui s'en réclament à Kiev, et dont un des chefs, malheureusement, M. Paroubi, est venu récemment à Paris, a été reçu au plus haut niveau, notamment par M. de Rogy, le président du Parlement, qui n'a pas hésité, semble-t-il, là, à recevoir un monsieur qui se trimballait quand même avec des croix gammées et tout ça. Hein. Enfin, moi je veux bien, mais enfin que M. de Rogy ne dise pas qu'il est contre les nazis. Enfin, faut être quelque part assez cohérent.
Et puis il y a des mercenaires de toutes sortes de pays, notamment de la Pologne, des États baltes, etc. Ils ont reçu des armes assez modernes, notamment des armes qui s'appelaient les Javelin, qui sont des missiles anti-chars que les Américains ont donnés donc à ces Ukrainiens. Au début, ils avaient un peu peur que les Ukrainiens les revendent. Bon, puis apparemment, ils ont mis quand même suffisamment de conseillers américains pour surveiller, et il y en a. Et autre danger qui se profile, là, depuis seulement 2-3 jours, c'est la Transnistrie, qui se réveille. Et là aussi, il y a une provocation qui commence, notamment en réclamant le retrait des forces d'interposition russes, des casques bleus, en fait, avec mandat de l'ONU, qui sont interposés entre ce qu'on appelle la Transnistrie et la Moldavie, le reste de la Moldavie. Juste là, parce que évidemment vous allez malheureusement en entendre parler si la provocation se confirme, on va vous expliquer que la Transnistrie, c'est la Moldavie, que ça a été volé par les Russes, enfin, etc., etc., etc. En fait, c'est faux tout ça. La Transnistrie, c'est une partie, effectivement, qui est sur la rive gauche du Dniestre et qui, en fait, était à l'Ukraine avant la Deuxième Guerre mondiale, et je dirais même, ironie du sort, avant le pacte Ribbentrop-Molotov, dont les effets ont logiquement été annulés par les procès de Nuremberg. Eh bien, en se revendiquant à la limite de Ribbentrop-Molotov, on dit la Transnistrie maintenant est à la Moldavie. Manque de chance, dans cette partie-là de la Moldavie qui a été rattachée par Staline à la Moldavie, pour 2 raisons. Une première raison, c'est que c'est la partie industrielle. Or, la Moldavie était totalement agricole. C'est l'ancienne Bessarabie roumaine, si vous voulez, qui a été à l'Empire russe. Mais enfin, bon, les gens parlent le roumain, dans la partie encore de la rive droite. Staline a rattaché ça à la Moldavie pour qu'il y ait un aspect industriel dans la Moldavie, et puis qu'il y ait évidemment des dissensions sur des bases nationales, puisque la Transnistrie était peuplée essentiellement de Russes et d'Ukrainiens. Donc assez peu moldaves. Bon voilà, sachez donc simplement que les Roumains, par exemple, ne revendiquent pas du tout la Transnistrie, considèrent que c'était pas du tout à eux. Mais vous allez entendre dans l'actualité beaucoup de déformations qui vont vous expliquer que la Transnistrie, c'est un scandale, que les Russes s'en mêlent. Or, il se trouve qu'il y a des Russes dedans, donc si on essaie de les massacrer, là aussi, ils vont se retrouver dans la même situation que dans le Donbass, c'est-à-dire à essayer de les défendre, mais là, ils vont avoir du mal parce que la Transnistrie, elle est totalement enclavée entre la Moldavie et l'Ukraine. Donc là, ils peuvent être dans une très mauvaise situation, et je ne sais pas très bien comment les Russes feront pour les aider, s'il y a besoin. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas question de retirer les casques bleus, semble-t-il, parce qu'il y a un conflit. Parce que ça a fait une guerre en 92 où il y a eu beaucoup de morts. Et ce sont les Russes qui ont mis fin au conflit. C'était le général Lebedz à l'époque, qui, avec la 14e armée qui était sur place, est arrivé à mettre fin au conflit, notamment parce qu'il y avait tous les stocks d'armes dans la partie Transnistrie que l'Union soviétique avait mis partout dans les régions ouest de l'URSS contre une éventuelle attaque de l'OTAN. Donc ces armes-là, ils ne pouvaient pas les laisser à la disposition de n'importe qui, et donc ils sont intervenus pour les protéger. Pareil pour le Donbass, Poutine a annoncé qu'il ne laisserait pas les habitants du Donbass se faire massacrer, et comme il a aussi annoncé au début mars qu'il y avait de nouvelles armes russes, avec techniquement très élaborées et complètement d'une autre génération, ça, regardez sur Internet, il y a des explications de physiciens là-dessus qui sont merveilleuses, ou regardez sur Stop Russophobie, on a repris certaines des explications justement pour expliquer que c'était pas du bluff de la part de Poutine, comme on a commencé à le dire, puis après on l'a plus dit. Après on a dit qu'il était très méchant parce qu'il était très agressif. Il faut quand même pas oublier, je ne sais pas si vous avez vu, pour ce qui est de la presse, Charlie Hebdo par exemple, pour le match de football, là, pour le championnat de football, a fait un Poutine qui tire à partir d'un char dans des buts de football. On oublie totalement de dire que la Russie est assiégée par des pays de l'OTAN qui sont en train de mettre des missiles en Pologne contre la Russie, et on inverse les choses
en disant c'est Poutine qui est agressif. Il faut quand même... c'est tout simplement une erreur et d'analyse et d'appréciation, et évidemment du bourrage de crâne et de la préparation des opinions, malheureusement. Alors il est possible que, compte tenu de ces réactions de Poutine, notamment sur le Donbass, que les plans ont été revus par rapport à ce qui était prévu au niveau des offensives des mercenaires et des milices ultra-ukrainiennes de Kiev. C'est possible. Hein. Et en plus, je dirais, à en juger par certaines déclarations du président Trump, il n'est pas évident que ce soit toute l'administration américaine qui soit d'accord avec les va-t-en-guerre. Parce que là, ça devient de plus en plus difficile d'arriver à lire dans la politique américaine, compte tenu de toutes les dissensions qu'il y a, de toutes les mesures qu'ils prennent les uns contre les autres, avec la Russie interposée. Alors la Russie se retrouve accusée d'un tas de trucs, mais en fait, c'est pour des raisons de billard à 5 bandes dans la lutte politique intérieure américaine, quoi. Donc là, c'est très dur. Et si on en juge par ce qu'a dit Trump lorsqu'il est arrivé au G7 en disant qu'il faudrait que la Russie revienne au G8, là, pour en faire un G8, et alors là, je dois dire, c'est quand même aberrant, c'est les Européens, enfin les européistes, qui s'y sont opposés. Voilà. Alors que Trump leur fiche du protectionnisme contre eux, alors qu'il les empêche, il empêche leurs entreprises de travailler avec l'Iran, alors qu'il a déjà racketté notre BNP de 9 milliards de dollars, alors qu'il a racketté quand même le Crédit Agricole de 800 millions, je crois, hein, c'est ça, non? Enfin bref, quand même, les enfants, là, on est fous, quoi. Nous, Européens, je veux dire. Il faudrait quand même qu'on défende un peu nos intérêts, comme Trump défend les intérêts des États-Unis, en fait. Bon, malheureusement, mais en tout cas, très difficile de s'y retrouver. Il n'empêche qu'il y a des forces américaines qui sont pour la guerre, le fameux Deep State, là, une partie du Pentagone, même si quelquefois, en revanche, c'est le Pentagone qui retient les pires faucons, en leur disant, attention, là, on n'est pas sûr de faire le poids. C'est apparemment ce qui s'est passé, notamment à propos de la Syrie. Enfin donc, la menace de guerre n'est malheureusement quand même pas écartée. Hein. Et en plus, quel que soit le sort d'une offensive qui y vienne contre le Donbass, on se dirait que pour les partisans américains d'une guerre, d'une détérioration encore plus profonde avec la Russie, à la limite, c'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'au mieux, c'est une opération, au mieux pour eux, hein, c'est une opération du type Krajina en Croatie, ce dont rêvent les Kieviens, c'est-à-dire le nettoyage ethnique qui s'est produit en 1995, où 200 000 Serbes qui habitaient depuis le XVIIIe siècle dans la Krajina, hein, c'est-à-dire sur le bord de la frontière de la Croatie, ont été chassés du jour au lendemain, et beaucoup de Serbes ont été massacrés, mais très discrètement, et ils ont été brûlés pendant plus d'1 mois la nuit dans les crématoriums de Zagreb. Cette opération de nettoyage ethnique, évidemment, ça serait idéal pour Kiev et pour. Mais là, l'ennui, c'est qu'il y a 2,5 millions de bonshommes hein, à évacuer. C'est pas 200 000. Hein. Donc ça risque de faire beaucoup plus mal. Alors moins bien, évidemment, pour les mêmes cercles américains, c'est s'il y a une défaite militaire des milices et des mercenaires, parce que alors là, on pourra faire une propagande, mais mes enfants, on va montrer des cadavres dépecés, des têtes coupées, etc., en disant, vous voyez ces sales Russes, quelle horreur ils ont fait, etc., donc avec les mercenaires ukrainiens qui auront attaqué, ou pas ukrainiens, qui auront attaqué le Donbass. Donc gagnant-gagnant, et ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. En plus, évidemment, je dirais encore plus gagnant-gagnant, c'est s'ils obligent les Russes à intervenir. Parce que les Russes, leur problème, c'est que depuis longtemps, hein, il y a beaucoup de gens en Ukraine qui leur demandent d'intervenir. Il y a beaucoup de gens à Kharkov, à Odessa, qui sont des villes russes en fait, hein, qui attendent les Russes et qui sont très déçus d'ailleurs aujourd'hui que les Russes ne viennent pas. Mais les Russes ne peuvent pas venir pour une bonne raison. Bon, d'abord pour des raisons internationales de diplomatie, mais aussi pour une autre raison, c'est que ça coûterait très cher. Parce que là, l'Ukraine est dans une situation économique lamentable.
Donc, imaginons qu'ils soient obligés d'intervenir, qu'ils occupent jusqu'où il faut aller. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à Kiev? Est-ce qu'il faut simplement prendre la demi-lune de Kharkov à Odessa? Regardez sur une carte, hein, avec le Donbass au fond. Mais vous vous rendez compte déjà ce que coûte la Crimée, la réunification avec la Crimée? Ça leur a déjà coûté très cher. C'est la même opération que la réunification de l'Allemagne, si vous voulez. Donc ça coûte. Or, la Russie n'a pas forcément les moyens de se permettre ça. Or, les Américains, ils aimeraient bien obliger un peu la Russie à payer pour l'Ukraine, parce que là, l'Ukraine vit de ce que donne l'Union européenne, nous, nos impôts, hein. Et puis, un peu les Américains, un peu, hein, mais un peu les Américains. Et puis tout ça, en plus, ça se retrouve dans les paradis fiscaux, puisque les oligarques ukrainiens qui contrôlent tout ça, ça disparaît tout de suite, hein. Tout ce que le FMI peut verser, ça disparaît, c'est fabuleux, hein. Donc, les Russes, ils hésitent, si vous voulez. Et en plus, ça ne va pas se passer comme en Crimée, s'ils vont entre Odessa et Kharkov. Pas du tout, même. Parce que, oh, excusez-moi, j'avais oublié de le débrancher. Et donc, ça risque de leur coûter cher. Et il va y avoir des actes de résistance, forcément. En Crimée, les gens, ils voulaient tous que les Russes soient là. Donc là, il n'y a pas d'acte de résistance, tout va bien. Il n'y a pas besoin de garder qui que ce soit. Mais ailleurs, ça va poser d'autres problèmes quand même. Bon, donc voilà. Les gouvernants français, et même le président Macron lui-même, hein, malheureusement, ont participé aux suites de provocations où ils ont voulu faire croire, où ils ont voulu croire à une implication russe, par exemple, dans la tentative d'empoisonnement de l'agent double russo-britannique Sergei Skripal, en Grande-Bretagne. Et pourtant, les circonstances, le poison supposé, ne tenaient absolument pas la route, hein. Tout échange d'informations avec les Russes, toute fourniture de preuves minimum ont été refusés. Et malgré une violation manifeste des traités diplomatiques sur le droit consulaire, notamment pour une visite à la fille de Skripal, Yulia, eh bien, les anglo-saxons ont obtenu des pays de l'Union européenne, heureusement pas tous, mais enfin, en tout cas de la France, malheureusement, y compris, des expulsions de diplomates russes, comme il n'y en avait jamais eu, même pas à l'époque de la guerre froide. Alors, les médias mainstream, évidemment, ont accusé sans hésiter la Russie, sans chercher à avoir plus de preuves que ça, en étant contradictoire du jour au lendemain, en admettant que le ministère, que le Foreign Office fasse disparaître des tweets et des communiqués accusant les Russes sur le fait que le fameux Novichok, qui est en fait un poison qui n'existe pas, hein, c'est des préparations simplement en laboratoire auxquelles ils donnaient ce nom-là. C'est des précurseurs, si vous voulez. Et dont la recette a été donnée par le monsieur qui a parlé du Novichok aux États-Unis. C'est publié dans un bouquin. Et on a dit, ah ben il n'y a que les Russes qui sont capables de faire ça. Puis après, ils se sont aperçus quand même, une fois que le labo suisse a dit notamment, bah non, on ne sait pas très bien d'où ça vient, et puis qu'on savait que ça pouvait venir d'ailleurs, et puis que le labo suisse avait aussi découvert qu'il y avait un autre poison dans l'affaire. Mais ça, on l'a caché. Ça, on l'a pas dit. C'est le B35, qui est un poison préparé par les Anglais et les Américains. Bon. Non, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Regardez sur Stop Russophobie, on écrit ça aussi. La pseudo, donc attaque chimique aussi, syrienne, à Douma, au sud de Damas, qui continue de servir aux plus russophobes dans la presse. Alors les plus objectifs ne disent évidemment pas un mot sur le fait que les enquêteurs de l'OIAC, c'est l'organisation internationale qui enquête sur les armes chimiques, qui étaient attendus par les officiels syriens le lendemain même de l'attaque, ou de l'accusation de la fameuse attaque chimique, ont été retenus à la frontière libano-syrienne par des tirs qui ont été fort opportuns au moment où ils allaient passer la frontière, au tout début de l'enquête. Ou bien alors que l'un des enfants que vous avez vu abondamment sur les écrans passer sous un tuyau d'arrosage, là, vous avez vu ces images-là, ça on vous les a montrées abondamment, eh bien cet enfant, héros, vidéo, preuve, en fait il a été trouvé, il a été amené à La Haye par les Russes, avec ses parents, et puis avec d'autres enfants,
Il a témoigné que oui, il avait été ramassé dans la rue par les casques blancs qui lui ont dit « Allez, tu viens et on va te filmer ». Et ils l'ont arrosé, puis après ils lui ont donné un casse-croûte, bon, heureusement. Et puis il dit « Mais je ne sais pas très bien pourquoi ». Eh bien ça, personne n'a voulu l'écouter. Aucun média n'en a parlé. Vous vous rendez compte? Enfin, silence forcé, quoi, en quelque sorte. On n'a rien dit sur le fait que les casques blancs, qui sont quand même les vidéastes semi-professionnels, qui nous servent tous les médias, qui prennent ça sans discuter, hein, sans l'ombre d'une vérification, que la moindre des règles journalistiques exigerait quand même. Eh bien, ces casques blancs qui sont proches des frères musulmans sont subventionnés par les Anglais et les Américains pour faire justement ce genre de travail, sont quand même des islamistes. Enfin, les frères musulmans, on sait ce que c'est quand même. Eh bien, on reprend tout. Et puis, on a appris quand même qu'il y avait un petit souci avec les frères musulmans, c'est qu'après les casques blancs, là, c'est que quand même, c'est pas des gens si gentils que ça, peut-être, parce que les Américains, Trump, il a dit, ça suffit, on va un peu réduire les financements, là. Parce qu'ils n'ont pas été très bons, là, sur l'affaire de Douma. C'est tellement gros que même les nôtres, ils croient pas trop, quoi. Donc c'est embêtant. Mais enfin, cette accusation, pour le moins légère, a quand même servi de prétexte à un bombardement occidental contre la Syrie, auquel nous avons malheureusement participé. Et soi-disant pour détruire des usines d'armes chimiques. Alors heureusement, il n'y avait pas d'usine d'armes chimiques, parce que sinon on aurait eu une catastrophe humanitaire qui aurait été épouvantable. Bien peu de médias officiels, ou même de politiques, ont relevé ce fait et se sont réjouis du fait qu'il n'y avait pas d'usine chimique. Il y en a même qui ont dit, monsieur, on a détruit une usine chimique. C'était une ancienne, apparemment c'était une ancienne usine de médicaments, où il n'y avait d'ailleurs plus personne, heureusement. On a même nié qu'un grand nombre de missiles ont été détruits en vol. Alors peut-être aussi que les menaces russes de répliquer si un seul soldat russe était touché ont permis de s'en prendre à nouveau aux Russes dans les médias, mais ont quelque peu ramené à la raison les plus excités des militaires atlantistes. Ça, c'est très possible. Alors d'autant que moi je dirais que l'objectif réel de ces bombardements pour l'équipe Trump est loin d'être évident. Oui, c'est ça. C'est que je pense que Trump, il a fallu qu'il fasse ça pour faire de la surenchère sur la CIA et les faucons. Mais il y avait sans doute une dimension de politique intérieure qui était bien plus forte que l'aspect armement, quoi, je pense. En tout cas, les médias français, y compris donc ceux dits du service public, ont abondamment repris les accusations saugrenues anti-russes et sur cette histoire d'armes chimiques. Et alors après, pour en rajouter un petit coup, ils ont sorti la commission d'enquête sur la catastrophe du Boeing malaisien, du vol MH17 qui a été détruit, comme vous le savez, en juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine, au-dessus du Donbass. Alors là, il est vrai qu'en France, en tout cas, les politiques n'ont pas suivi. Et pourquoi? Eh bien, d'abord, c'était trop évidemment orienté contre la visite de Macron. Ça a été sorti la veille de l'arrivée de Macron à Saint-Pétersbourg. Alors quand même, c'est que ça plaisait pas à tout le monde, cette visite, ou en tout cas qu'on voulait déjà lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et puis le ministre malaisien des Transports a très vite rejeté les accusations de cette commission d'enquête qui, faut bien le dire, hein, les fameux spécialistes de cette commission d'enquête excluent tout spécialiste russe, excluent les données russes, en revanche, écoutent les Ukrainiens, notamment un des responsables ukrainiens du truc du bidonnage sur le journaliste russe Félon qui a ressuscité, qui est mort, ressuscité, enfin, etc. Je vais en parler. Et en plus, la fameuse commission d'enquête a fondé les accusations sur les réseaux sociaux. Sur des réseaux sociaux 4 ans après. Quand on pense que la Germanwings, vous vous rappelez, dans les Alpes, où le copilote a voulu se suicider en tuant tout le monde, et alors que les boîtes noires étaient dans un état lamentable. Au bout d'une semaine, on connaissait les raisons. Là, les boîtes noires, elles sont tombées, elles étaient en très bon état, on les a vues
elles ont été filmées lorsqu'elles ont été remises aux commissions d'enquête de la hollandaise et malaisienne. En 4 ans, on n'est pas foutu de les lire. Il y a un problème quand même. En revanche, sur les réseaux sociaux sur lesquels s'est basée cette fameuse commission d'enquête là, hollandaise, qui a accusé la Russie directement, même pas le Donbass. Avant, c'était le Donbass qu'on accusait. Maintenant, c'est la Russie. Alors, pourquoi diable les Russes voudraient abattre un Boeing qui passe au-dessus de leur pays? Ça, on ne sait pas bien. Il n'y a aucune explication là-dessus. Personne ne se pose la question. C'est pas grave, c'est les Russes. Allez hop! On est dans une absurdité totale, mais aussi dans une monstruosité, il faut bien le dire quand même. Donc cette commission s'est basée notamment sur des blogs britanniques qui existent depuis déjà un certain nombre de mois, et donc beaucoup d'affirmations, alors qui sont hyper détaillées, vous savez, ils disent le numéro d'immatriculation du camion qui a transporté les fusées Buk, gna 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 gna, etc. Si vous regardez ça de près, il y a tellement de détails qui noient l'essentiel. Et en plus, ça a déjà été démenti. Et notamment les déplacements de camions qu'ils montrent en vidéo, on a prouvé déjà que c'était justement du côté ukrainien qu'il y avait ces déplacements, par les panneaux d'affichage notamment qu'on voit à un moment lors du déplacement de ces camions. Donc tous ces trucs-là ont déjà été démentis. Eh ben c'est pas grave, 4 ans après on les sert, juste avant le voyage de Macron, juste avant le forum de Saint-Pétersbourg, où il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, où il y a le japonais qui vient. Donc de toute façon, c'était un moment sans doute important. Aucune des questions qui se posent sur l'affaire n'est posée dans la presse. Aucune. Dans notre presse. Notamment la principale question. Alors regardez aussi là sur Stop Russophobie, on a un article sur toutes les questions qui se posent sur le MH17 là. Mais la question essentielle, c'est pourquoi les États-Unis ne fournissent pas les photos des satellites prises juste au-dessus de l'affaire. On sait qu'il y avait un satellite à ce moment-là américain au-dessus. Ils veulent pas. Ils disent c'est secret. Bon bref, là au niveau quand même de la presse française, dans la mesure où c'était un truc très orienté contre Macron, je l'ai vu beaucoup sur France 24, le premier soir ils l'ont beaucoup tourné, puis après ils ont un peu écrasé. Hein. Donc bon, ça a fait pchit, comme dirait Chirac. Quoi. Mais alors en revanche, le coup monté aussi en Ukraine, où ils ont aussi voulu sans doute préparer l'offensive contre le Donbass, par les services secrets ukrainiens avec la complicité de cet ancien journaliste russe Arkady Babchenko, qui est passé au régime de Kiev. Hein. Mort-vivant, ça a été à mon avis carrément contre-productif dans l'opinion occidentale. Mais enfin, il n'empêche que le barrage d'artillerie médiatique, de préparation au pire, il est difficile de ne pas se retrouver, évidemment, en porte-à-faux par rapport au changement de la situation géopolitique et à des ambitions diplomatiques à consonance gaullienne, il faut bien le dire, que a semblé vouloir manifester le président français Macron. Et ça, là aussi, vous en avez peu entendu parler parce que c'était à Saint-Pétersbourg. Nous, on a regardé la télévision russe et Macron, on l'a beaucoup vu. Et il a fait beaucoup de déclarations. Il a notamment parlé de retour de la Russie dans le giron européen. Ça, c'est assez intéressant quand même. C'est-à-dire, il a insisté sur l'appartenance européenne de la Russie. Oui. Bon, il a évoqué aussi la souveraineté de l'Europe et de la France. Et il a laissé Total, la compagnie pétrolière, signer un accord commercial d'exploitation gazière et de liquéfaction de gaz qui va complètement à l'encontre du programme américain, ouvertement affirmé, de contraindre l'Europe occidentale à acheter du gaz des États-Unis, plus cher, et qui exigerait des installations qui doivent être faites aux frais des Européens. Et en plus, il a parlé d'assister à un éventuel match au niveau finaliste si les Bleus se qualifient. Ce qui est quand même très loin de la ligne Theresa May. Hein.
Et ça, vous remarquerez, la presse française en a très peu parlé. Un peu. Mais quand même, assez peu par rapport au traitement de faveur qu'il réserve à Macron d'habitude. Hein. Bien sûr aussi, il y a loin des paroles aux actes, comme dirait le regretté Charles Pasqua, hein, les paroles verbales, ça n'engage que ceux qui y croient. Et on ne sait pas donc ce que Macron, même s'il le veut, sera autorisé à faire par nos amis et partenaires d'outre-Atlantique, et leurs cousins d'outre-Manche, et Bruxelles. Parce qu'on parle de la souveraineté européenne et française, mais on a un souci quand même. Total, par exemple, a déjà été contraint de se retirer d'Iran par diktat américain, à cause des menaces de sanctions financières. Peugeot aussi. Et on a déjà déclaré que la plupart des entreprises françaises devront se retirer. Alors, on va voir. Les surprises à attendre pendant le championnat, donc, peuvent contraindre aussi le président français à reculer sur sa promesse de venir assister au match. S'il y a par exemple des événements guerriers en Transnistrie ou dans le Donbass, voire en Syrie, il est évident qu'il va être sous une pression assez forte. Mais il y a d'autres aspects qui peuvent en revanche, à mon avis, et j'essaie d'équilibrer un peu les choses pour une réflexion hein, quand même, qui peuvent aider, disons, en admettant que Macron soit sincère, quoi. Hein. Je sais, c'est dur, mais on peut peut-être essayer. Allez. Aider Macron et l'Europe un peu moins inféodée, je dirais, que la Pologne ou les Pays-Baltes, à l'oncle Sam, à jouer une amélioration avec la Russie et à tenter de la ramener vers l'Europe, dont elle est effectivement une partie intégrante. Et ce sont évidemment les mesures protectionnistes du président Donald Trump, son attitude ferme au G7 canadien au début de juin et sa politique à l'égard des entreprises européennes après sa dénonciation unilatérale de l'accord sur le nucléaire iranien. Ça peut aider. En plus de ça, il y a eu encore du tirage là récemment sur la politique des migrants. Il n'empêche que tout ça est basé du côté américain sur l'extraterritorialité judiciaire qui se sont arrogés les États-Unis dans les années 90 et que les Européens ont accepté. Je parlais de la BNP des 9 milliards tout à l'heure. Ben, c'est en vertu de ça que les Américains ont racketté la BNP. Et l'Europe soumise a tout accepté. Et continue à accepter puisqu'elle est d'accord pour retirer les entreprises européennes d'Iran. Alors évidemment, la fragilité des choses, mais il faut bien dire que si on veut résister à cette extraterritorialité, peut-être qu'en se raccabillant avec la Russie, en s'appuyant aussi sur la Chine, on pourrait trouver des moyens de contourner le paiement en dollars, par exemple. Et oui, évidemment. Ça pourrait être une façon de libérer les entreprises de la pression du diktat américain. Bon, la fragilité, évidemment, c'est que la Russie n'est pas en état de compenser. Elle n'a pas vocation, d'ailleurs, à le faire, et je crois même qu'elle n'est pas forcément désireuse de le faire. Enfin, de facto, si elle pouvait compenser les pertes des marchés aux États-Unis et l'économie mondiale financiarisée et dollarisée, dont profitent finalement les grosses boîtes et les oligarques de l'Europe occidentale. Alors Vladimir Poutine a plaisanté, là aussi on l'a pas repris ça, a plaisanté sur la sécurité qu'il pouvait, ça c'était pendant une des rencontres là à Saint-Pétersbourg, c'était très marrant. Macron il dit oui mais vous comprenez, on peut pas trop contredire les États-Unis parce que quand même ils assument notre sécurité et tout. Et Poutine lui dit mais vous inquiétez pas pour la sécurité, on peut vous l'assumer. Hein. Alors il a dit ça en rigolant et puis très doux. Macron je savais plus quoi dire. Je sais pas si vous avez vu cette scène, c'était assez rigolo. Mais bon, c'était une plaisanterie mais pas uniquement je pense.
En tout cas, au niveau économique, évidemment, ils ne sont pas au niveau pour l'instant. Mais disons que si ces pertes se produisent de toutes les façons, à cause des mesures protectionnistes, à cause des sanctions des États-Unis, cette fois-ci, pas seulement contre la Russie, ou pas seulement contre l'Iran, mais aussi contre les Européens, peut-être qu'on commencera à voir les choses d'une manière plus équilibrée. Qui sait? Le succès du sommet de l'Organisation de coopération du Shanghai, qui s'est tenu à Qingdao en même temps, en Chine, en même temps que se tenait le G7, au début juin, et qui n'était pas très heureux à Québec, a été en revanche très bon à Qingdao. Et pas seulement parce qu'ils ont bu de la bière, je pense. D'autre part, l'existence de l'Organisation du traité de sécurité collective, qui est un des traités dont on ne parle pas ici, dans la presse, mais qui est un élément important, qui existe depuis plusieurs années. Le fait qu'il y ait aussi une union économique eurasiatique. Le fait que les BRICS existent, alors qui soulèvent uniquement l'hilarité en général ici, c'est des aspects qui sont quand même, qui montrent le début d'une multipolarité, en tout cas, qui commence à avoir des fondements. Et puis, il y a un autre aspect, là aussi on en parle peu, c'est la reconstitution d'une route de la soie eurasiatique, qui sont de la Chine, qui passe par l'Asie centrale, notamment le Kazakhstan. Si vous allez dans le sud du Kazakhstan, je peux vous dire qu'il y a les routes qui sont entretenues par les Chinois. Vous avez des convois de camions blancs qui passent là en permanence pour amener des marchandises en Europe. Et ça, c'est très très important parce que ça marque un changement profond des transports de marchandises qui sont jusqu'à présent aux mains de la domination maritime des anglo-saxons. Et là, depuis le XVIIIe siècle, quand même. En parlant donc de multilatéralisme et de retour de la Russie vers l'Europe, le président Macron prend sans doute en compte ces changements qui s'ébauchent dans les rapports de force mondiaux. Ça, c'est ma vision optimiste. La vision pessimiste, c'est essayer encore une fois de tromper les Russes, comme ils l'ont été lors du fameux promesse de ne pas élargir l'OTAN au moment de la chute du mur, et que Gorbatchev s'est vu offrir par Baker le fait qu'on ne bougera pas d'un pouce l'OTAN, etc., etc. Il y a cru, c'est une grande erreur de Gorbatchev. Bon, il n'empêche, là, je ne crois pas que Macron soit au niveau de pouvoir complètement, mais enfin, en tout cas, possible qu'il tienne compte de ces changements, justement, géopolitiques, et que peut-être qu'on puisse, nous aussi, en profiter et qu'on soit du bon côté du manche, quoi. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que nos médias et nos politiques en prennent assez vite conscience aussi, au lieu de servir la vision d'un État profond, américano-mondialiste, qui sert ses propres intérêts, qui sert les intérêts des ultra-riches, je dirais, du monde, et on en a aussi, et ne veut voir en aucun cas remettre en cause son aspiration au gouvernement mondial, à domination unique, qui ne supporte aucune contestation, aucun désaccord, aucun intérêt divergent, et surtout s'il est basé sur des intérêts nationaux. Parce que la nation, c'est leur ennemi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Les intérêts américains ne sont pas pour les gens qui ont de l'argent, mais sont pour que les Américains qui ont des fonds, c'est-à-dire le peuple, puissent à nouveau avoir du travail. Les Américains sont au plus bas du chômage noir, les Noirs sont au plus bas du point du chômage. Les Hispaniques, qui d'habitude étaient les premiers pénalisés sans travail, sont au plus bas. Il y a maintenant des jobs et il n'y a pas personne pour les remplir. On en est à ce point-là. Donc ça, il a dit dès le début, Trump n'avait pas à devenir président. Il n'avait pas besoin, il a tout ce qu'il lui faut, ses maisons, etc., sa famille et tout. Mais il le fait pour faire l'Amérique grande à nouveau, non pas pour les élites qui vont tous aller en prison. Les dirigeants du FBI et tout ça, il y a des indictments qui sont en train d'être écrits en ce moment. Et il est pour que le peuple, à nouveau, puisse avoir la liberté qu'il n'a pas eu Obama. J'ai parlé du deep state, moi. Je sais, Trump, c'est une autre politique. Vous avez parlé des élites. Vous avez
parlé des gens qui avaient de l'argent. Le deep state. Non, mais attendez, je parlais des globalistes. C'est quand même une idée de Rockefeller, de Soros. Ce sont ces gens-là, ceux qui ont financé l'Aquarius pour, par exemple, aussi s'en prendre à l'Europe sur la base du globalisme, etc. Oui, absolument, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Oh, ils vont aller en prison, ne vous inquiétez pas, ils ont trahi les États-Unis d'une manière absolument ignoble. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Bon, lisez YouTube. C'est pas simple. C'est pas si simple. L'information est très difficile. Qui dit Très difficile, très Vous difficile. n'avez pas l'information. Je ne connais pas plus que moi. Je suis américaine. Et alors, elle m'en fout, justement. Elle est aussi chinois. Elle est plus chinoise. Mais non, c'est un argument qui tient pas, ça. Il faut prendre des nouvelles sur Fox News. Mais non, alors ça, je ne Et la seule télévision qui n'est pas fake news, justement, qui n'est pas pour les hommes, qui n'est pas des mensonges. De toute façon, moi j'ai des voix de tête, j'ai connu quelqu'un qui avait de la famille qui était dans le Malaysia. S'il veut, Le MH17. il a des informations qui ont été intéressantes. Pas comme ça, on en reparlera. Il n'y avait pas vraiment raison de se fâcher. En fait. Contre quoi il était fâché, le monsieur? J'ai pas compris. Moi. Parce qu'il aime se fâcher. Ça lui fait plaisir. Chacun s'amuse comme il peut. Bon, ben écoutez, si on lui a donné l'occasion de se fâcher, après tout. Bon, enfin, si vous avez d'autres questions, je vous Moi, en je prie. voudrais poser 3 petites questions. Comment s'appelle Monsieur Chocolat de Kiev? Son vrai nom? Parachenko. Oui, mais le nom de son père? Ah ben, il s'appelle pas Parachenko. Si, je connaissais parce que Oui. on donne toujours son nom. On le cache, justement. Et alors, est-ce que tu es au courant de ce qui a été dit l'autre jour par le chef de l'Union européenne qui a dit qu'il fallait arrêter d'emmerder les Russes? Oui. Oui, mais c'est encore une fois des paroles verbales. Je connaissais la réponse, mais enfin, bon. Est-ce que Macron est Young Leader? Il est tout à fait, oui, oui. Alors, en plus de ça, sans stage. Sans stage. De 9 ans. Ouais, il a été admis comme un young leader. Enfin, on verra l'usage.